Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet aussi passionnant que fondamental, les facteurs humains en gynécologie obstétrique, concept clé et illustration clinique. Dans un contexte où la technicité médicale ne cesse de progresser, où le cahier des charges augmente, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance des interactions humaines, de la communication, de la coordination des soins et de la prise de décision en équipe. Pour explorer ces dimensions, nous avons la chance d'être accompagnés d'experts aujourd'hui autour de cette table qui allient expertise et engagement dans la pratique de la gynécologie obstétrique en France. Nous avons le professeur Paul Gerby, le professeur Thibaut Thubert, et pour explorer ces facteurs humains, nous avons la chance d'avoir le professeur Berveller et le professeur Garabédian. Je vais vous laisser prendre connaissance de toutes ces notions et je vais passer la parole au professeur Gerby. Merci Grégoire, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Charles et Paul ce soir. On sait que ça fait un plateau très masculin ce soir, mais on a dû composer avec des remplaçants, malheureusement. Non, sans rire, on est vraiment ravis de vous présenter ce webinaire sur cette thématique qui est très intéressante et qui tient à cœur ces deux orateurs. Paul Berveiller qui est passionné d'aviation, presque pilote, et qui s'est beaucoup intéressé à l'approche des facteurs humains dans notre spécialité et va vous l'illustrer sur ce topo. Et Charles Garabédian qui travaille beaucoup sur la gestion des risques, qui a proposé des outils également pour le collège comme l'e-learning afin de diminuer les risques dans notre spécialité et qui va illustrer ce topo avec des cas cliniques qui concernent notre quotidien. Donc merci à vous. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Merci beaucoup au Collège national des gynécologues obstétriciens français de mettre cette thématique qui nous est chère. Et merci beaucoup à GE Healthcare Evolution et donc à toi Grégoire de rendre ça possible et depuis assez longtemps maintenant. Donc l'idée de cette soirée c'est d'approcher, les mots sont importants, les facteurs humains, c'est-à-dire apporter quand même quelques concepts clés. Et puis Charles complétera pas mal de ces concepts avec des illustrations cliniques, histoire de rendre les choses un petit peu moins floues, parce que quand on parle de facteurs humains, alors il y a des gens qui savent ce que c'est, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et comme tu le disais, Paul, j'ai eu la chance de pouvoir approcher le pilotage des avions. Et quand on révise la théorie, il y a tout un chapitre sur les facteurs humains, et on ne sait pas ce que c'est. Et quand on en parle après avec des gens qui sont dans l'aéronautique, vous dites, mais c'est complètement fou que vous n'ayez pas de formation là-dessus dans votre cursus. On aura peut-être l'occasion d'en discuter après. Donc je vais commencer ce topo. Alors je vais beaucoup parler d'avion puisque les facteurs humains, ça a été étudié en premier dans l'aviation. Et donc on repart 50 ans en arrière, même bien avant ma naissance, où il y a eu le plus gros crash de l'aviation commerciale, c'est le crash de Tenerife. Pour y aller relativement rapidement, les avions devaient atterrir dans les Canaries, dans un aéroport à Grande Canarie qui devait donc les accueillir. Et malheureusement, les avions ont été déroutés et ont tous atterri à Tenerife et se sont tous retrouvés dans cet aéroport qui est petit avec une seule piste et le temps aussi était mauvais. Tous les pilotes étaient un peu impatients de repartir, donc retrouver leurs proches, rentrer à destination, déposer les passagers. Et puis enfin, on a le droit de repartir et un des premiers avions, alors, illustré en bleu sur l'écran, avec un copilote et un pilote, avec un grand gradient d'autorité, j'aurai l'occasion d'en reparler, commence à se mettre en seuil de piste et le pilote appelle la tour en disant voilà, nous sommes prêts à décoller. Et la tour leur répond un OK et ce OK est perçu par le pilote comme un OK, vous pouvez décoller. Et la tour a plutôt l'impression de dire OK, j'ai bien pris conscience que vous étiez prêts et attendez que je vous donne l'autorisation de décoller. Malheureusement, donc, cet avion décolle, commence à rouler très très vite et en face de lui, mais trop tard, ils se rendent compte qu'il y a un avion qui remonte la piste puisqu'il n'y a qu'une seule piste et pour décoller toujours dans le même sens, il faut remonter la piste. Et malheureusement, il y a le plus gros crash de l'aviation, quasiment 600 morts et de là découlent les facteurs humains et maintenant, ça va vous parler un petit peu plus et je vais préciser ces choses-là. Alors, après Tenerife, il y a eu l'élaboration des CRM. Qu'est-ce que c'est ?
c'est des programmes d'amélioration de la communication et de la coordination des équipes. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que les équipes, qui sont pourtant des experts, malheureusement, n'ont pas réussi à faire comme d'habitude, à bien décoller, à bien communiquer avec la tour de contrôle, et ça a abouti à 600 morts, ce qui est toujours impardonnable. On ne peut pas accepter ça, inacceptable, et donc il y a eu ces programmes pour essayer de mieux travailler ensemble. On est tous des humains et on doit mieux apprendre à travailler ensemble. Alors ça s'appelle le CRM, c'était le Cockpit Resource Management, puis Crew Resource Management, ça peut s'appeler le TRM. C'est obligatoire dans toutes les compagnies aériennes, puisque sans ça, on ne sait pas bien travailler. Et nous, on n'a pas ça forcément dans notre cursus, on en reparlera. Alors en clair, c'est quoi le CRM? C'est tout ce qui n'est pas technique. Donc, c'est pas comment je sais faire de l'obstétrique, c'est pas comment je sais piloter un avion, c'est pas comment je sais opérer. C'est autour de ça, c'est tout ce qui est le savoir-être. Alors, vous avez en illustration le codex des biais cognitifs, je vais y revenir, mais en gros, dans ce savoir-être, il va y avoir plein de concepts. Est-ce que vous êtes capable de gérer votre stress? Comment ça vient le stress? La communication, comment bien communiquer avec les autres? Le leadership, le followership, des choses dont la plupart, malheureusement, des médecins et des soignants ne sont pas forcément au courant. Et tous les soignants, toutes les organisations humaines, de toute façon, sont touchés par ces CRM. Il y a aussi l'appel à l'aide, comment je peux déléguer, prioriser certaines tâches, comment je gère les interruptions de tâches, et puis des notions de psychologie comportementale. Dans les compagnies aériennes, il y a des évaluations de la psychologie comportementale et il y a des informations sur les biais cognitifs. Moi, je n'ai jamais eu dans mon cursus d'informations sur les biais cognitifs, et vous voyez dans l'illustration, il y en a plusieurs dizaines des biais cognitifs. Alors, ce n'est pas forcément facile à apprendre, il y a plein de littérature là-dessus, très sympa, pour savoir dans quel piège on tombe, où notre cerveau nous fait tomber, et ce qui amène parfois à des accidents. On va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Alors vous allez me dire, très bien, les CRM, c'est bien en aéronautique, mais en médecine, en fait, ça fait déjà 30 ans qu'on sait que les erreurs médicales sont trop nombreuses et aboutissent à l'équivalent, ça date de 99, ça serait à peu près 3 gros porteurs, 3 747 qui se crasheraient tous les 2 jours. À ce rythme-là, on ne prendrait plus beaucoup l'avion. Alors là, les gens qui prennent l'avion, en théorie, c'est plutôt plaisant. Quand on va à l'hôpital, c'est pas forcément plaisant, mais en tout cas, c'est difficilement acceptable. Je vous ai donné les derniers chiffres que j'ai pu trouver, donc un rapport qui montre qu'à peu près un peu moins de 50% des effets indésirables graves, j'ai bien dit graves, sont évitables. Donc ça amène quand même à se questionner. Et ces effets indésirables graves, hormis les conséquences sur la santé, c'est aussi que ça a un coût, et c'est à peu près 13% du budget global de la santé. Je me suis permis de vous mettre ces chiffres car je ne les connaissais pas, je les ai recherchés récemment. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte, quand ils analysent des accidents ou des incidents qui allaient devenir des accidents, ils se rendent compte que le travail en équipe et la communication sont des sources, les principales sources de ces accidents, et c'est 75% de ces effets indésirables. Donc ça questionne beaucoup sur comment on peut faire pour les détecter, pour améliorer tout ça. Et il y a des papiers. Et il y en a, je vous en ai mis 2, mais je me rappelle de ce JAMA en 2010 où ils avaient pris des critères durs de mortalité. Alors il y a un autre papier que je vous ai mis en dessous, mais le JAMA avait montré en premier qu'il y avait une baisse de la mortalité avant et après. Donc ils avaient fait une politique de coordination de travail en équipe. Et avant et après cette mise en place de politique, il y a un critère dur, c'est la mortalité. Ce qui est quand même hallucinant. On ne peut pas se dire qu'en travaillant mieux, les gens vont moins mourir. Et pourtant, c'est montré, et donc il faut qu'on travaille là-dessus. Alors, je vais vous apporter quelques notions qui sont importantes. L'erreur, on en parle beaucoup en médecine, erreur médicale, faute médicale, juste rappeler un petit peu tout ça. L'erreur, c'est quoi? C'est une situation pour laquelle ce que je vais faire ne va pas parvenir à ce que je veux faire. Et donc, c'est un écart involontaire, ça c'est un point important, par rapport à ce que vous voulez, une procédure, une règle, un protocole de service, etc. Donc, le point important, c'est que c'est jamais volontaire. Le deuxième point important, c'est qu'ici, tout le monde en fait beaucoup. Voilà, tous les humains en font, c'est inhérent à l'activité humaine. Après, si vous êtes très relaxé, vous allez en faire beaucoup, on n'est pas très en veille, on laisse faire. Et puis plus vous allez vous concentrer, et plus ça va être des grands enjeux, des grandes performances, des concours, etc. Plus vous allez être attentif et vous allez en faire moins. Ça paraît évident, mais il y a des zones dangereuses où vous allez moins les voir, moins les détecter et donc moins les corriger. Par exemple, on peut donner la garde, par exemple, la nuit profonde à partir de 4 heures du matin. C'est sûr qu'on commence à être fatigué, on va moins détecter, on va être moins attentif et c'est là où on peut, bien sûr, entre autres, aboutir à des erreurs.
Là, vous voyez une photo qui va peut-être pas choquer certains ou certaines d'entre vous, mais quand on regarde les couleurs, on voit qu'il y a un problème. Il y a un problème de fumigène et vous voyez juste des gens qui sont experts, qui s'entraînent toute l'année, qui sont millimétrés, encore bien plus que nous, qui sont formés à tout ça. Et malgré tout, c'est le 14 juillet, on passe au-dessus de Paris et malheureusement, on s'est trompé de fumigène. C'est pas grave, il y a plein de gens qui n'auront pas vu, mais c'est quand même important ça de dire, ça touche tout le monde l'erreur et on va voir ce qui est important dans l'erreur. Quelques exemples d'erreurs rapides, mais vous allez vous retrouver dans certains types. L'erreur de routine, c'est vous faites quelque chose de façon un peu automatique et dans les mécanismes de surveillance, ça rate un peu. Et donc, je vais vous donner l'exemple du trajet en voiture, en vélo, quand on va au boulot le matin ou quand on revient le soir. Et puis, on est tellement habitué, ça ne monte même pas à notre cerveau, c'est sous-cortical. Et puis, vous écoutez une musique, vous avez un appel. Et puis, d'un seul coup, on manque de sortir à notre sortie habituelle et on rattrape. Et donc ça, c'est des erreurs qui sont très fréquentes et qui sont très largement récupérées et c'est rarement responsable d'accidents graves. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire pour éviter ce type d'erreur de routine. Après, on peut avoir des erreurs d'activation de règles, c'est-à-dire que le sujet, il est conscient d'avoir un problème et il va chercher une solution qui n'est pas forcément la meilleure, il va activer une règle mais qui n'est pas la bonne. Par exemple, quand on est stressé, quand on a un manque de temps, une pression temporelle, et donc notre cerveau va nous jouer un peu des tours, il va faire ce qu'on appelle l'heuristique, c'est une opération mentale intuitive, très rapide, immédiatement disponible, un raccourci si on peut dire. Alors souvent ça marche bien, mais parfois ça marche pas très bien et donc ça c'est beaucoup moins fréquent et la gravité est plus importante et parfois on peut avoir des erreurs de représentation, c'est-à-dire on connaît la procédure, on est bon, mais on l'utilise dans un mauvais contexte. Par exemple, on fait un accouchement instrumental sur une présentation d'un engagé. Vous savez faire, on fait pousser, on fait comme d'habitude, sauf que c'est pas le bon moment et vous faites cette erreur et ça peut être favorisé par l'erreur de fixation. C'est-à-dire la tunnelisation de l'attention, on y reviendra, mais globalement, vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous commencez à faire votre accouchement instrumental sur un bébé qui n'est pas engagé et vous avez du mal à changer de représentation. On y reviendra tout à l'heure, je pense, dans les commentaires et dans le topo. Et enfin, ça arrive, il peut y avoir des erreurs par manque de connaissances. C'est beaucoup plus rare parce qu'on a la chance, je pense, d'être plutôt bien formé, mais parfois, on ne sait pas et ça peut aboutir à des accidents graves. On ne peut pas parler d'erreur sans parler de ce modèle de James Reason qui date des années 90. Et en gros, l'accident, c'est cette flèche rouge. Ça va aller jusqu'au bout de la flèche rouge. Qu'est-ce qu'on a pour éviter des erreurs? On a des plaques de protection. Par exemple, je peux vous en donner une, l'identité, par exemple, des patients qui ont donc un bracelet avec leur identité. C'est un des mécanismes de protection. Ça pourrait être une première plaque. Mais malheureusement, dans tous les systèmes de protection, il y a des failles, des faiblesses. Et donc l'erreur, à force quand elle va aboutir à l'accident, c'est une répétition finalement de plaques de protection qui auront failli finalement. L'erreur va passer dans chaque faille et aboutir à des dommages. Et donc le but, c'est d'avoir des plaques humaines, des plaques renforcées avec le moins de trous possible. Donc on dit les plaques de Gruyère de Reason. Mais voilà, à maximiser le nombre de plaques pour minimiser l'accident suite aux erreurs. Et donc, vous voyez, ça c'est chez Air France, et vous avez ces plaques. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez simplement qu'en bas, les plaques sont importantes. Première plaque, les procédures. On pourrait dire nos protocoles, par exemple. Après, ils ont le cross-check. C'est quoi? C'est simplement vérifier ce que fait l'autre. Parce que vous pouvez faire quelque chose de bien, mais si vous êtes tout seul, vous n'allez pas savoir si vous le faites bien. Donc, il y a quelqu'un qui vérifie, vérification de la porte opposée, vous connaissez, etc. C'est la même chose dans le cockpit. Après, il y a les skills, finalement les compétences en CRM. Ils sont formés pour ça. Et puis après, il y a d'autres choses, etc. Et à la fin, vous regardez airmanship et luck. Airmanship, le bon sens de l'air, on pourrait dire, c'est la capacité à être un bon pilote. Bah oui, on sait qu'il y a des bons praticiens, des un peu moins bons. On a une capacité, puis par moment on est bon et par moment on est un peu moins bon. Et la dernière plaque qui est toujours intéressante, c'est la chance. Et oui, on a le droit d'avoir un coup de chance de temps en temps, mais ça joue et on sait sur différents crashs que la chance peut parfois aussi aider afin de l'éviter. Et donc, moi, je vais être un peu le père Castor. Et en fait, en reprenant des histoires qu'on a eues, soit chez nous, soit dans d'autres RMM. Et là, c'est pour illustrer un petit peu cette histoire des plaques de Gruyère. Vous voyez, là, par exemple, c'est une patiente qui arrive, qui n'a aucun antécédent particulier. C'est sa première grossesse.
et elle consulte à de multiples reprises. Donc déjà, première erreur d'appréciation, comme elle vient très très souvent, on prend moins au sérieux en fait ses consultations, et là, aujourd'hui, elle vient à 39 semaines pour contraction utérine, et c'est seulement à l'interrogatoire de la sage-femme qu'elle signale un peu une diminution des mouvements actifs fœtaux. Donc on a un premier rythme qui est, on peut le voir, pas très variable avec un premier ralentissement ici. Et puis en fait, la sage-femme demande à l'interne une échographie et celui-ci quitte son poste sans faire l'écho et sans transmettre aux collègues de garde, puisque bien sûr il est 17h30 au moment où il y a ça et que la relève est à 18h. Et donc devant l'activité en fait importante aux urgences, la sage-femme déplace la patiente d'un secteur et va la mettre en pré-travail, qui est donc un autre secteur dans la maternité. Mais je vous laisse voir, je zoome un petit peu, on voit déjà que le rythme est quand même assez pathologique. Et à 20h, la personne qui lit le rythme le trouve se normalisant. Donc là, on a encore changé de plaque de gruyère, hein, c'est un autre humain, et elle monte dans un autre service, à nouveau sans échographie. Et puis finalement, à minuit, l'interne fait l'échographie, il retrouve donc des VSM, donc une vitesse systolique moyenne en zone d'anémie légère à modérée. Elle appelle son chef, tu parlais déjà de la nuit, Paul, voilà, il est épuisé son chef par la 4e garde en 12 jours et il ne se déplace pas et par téléphone prescrit un déclenchement en pensant à l'hémorragie fœto-maternelle mais sans jamais aussi le dire. Et donc devant la poursuite d'un RCF noté pseudo-sinusoïdal, eh bien, il est décidé de réaliser un Oxford qui est jugé comme rassurant, puisque la VCT est à 4,6. Et vous voyez, on loupe encore une dernière plaque de gruyère, puisque la machine nous met bien rythme sinusoïdal. La nuit continue, et c'est finalement au changement d'équipe où là, ça y est, on arrive sur... je ne sais pas si on peut dire qu'un professionnel a une bonne plaque de gruyère, hein, mais on change d'équipe, et une sage-femme à 7h30 reprend l'histoire, et là dit, attendez, ce n'est pas un rythme pseudo-sinusoïdal, c'est marqué par la machine, c'est un rythme sinusoïdal, VSM en urgence, 1,90 môme, césarienne code rouge et une naissance à 3 grammes d'hémoglobine. Bon, je vous rassure, le bébé va très bien puisque la patiente a eu une nouvelle grossesse derrière et qu'on a pu savoir le devenir de cet enfant. Mais c'est pour vous montrer que même malgré toutes les plaques de gruyère qui ont été là, on est passé dans tous les trous et que l'erreur est humaine et qu'en plus, même avec la machine, eh bien, on peut passer à côté. Alors, merci pour cette histoire, Père Castor. On continuera d'autres histoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer de faire un peu mieux ? L'erreur, en fait, c'est pas réellement un problème. En fait, le problème, c'est les conséquences de l'erreur. Et on le voit, c'est le bout de la flèche qui passe à travers les plaques de Rhizone. Vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Moi, je crois que j'en fais beaucoup. Et ça prédit pas forcément la performance. Donc, et vouloir éliminer les erreurs est un non-sens. C'est hyper important. En revanche, savoir les détecter et les récupérer est un vrai marqueur de sécurité, a fortiori dans les soins, c'est fondamental. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des contrôles de routine. C'est les checklists. Alors, on va en reparler dans quelques secondes, mais alors vous voyez un pilote qui a une checklist. En 2025, avec l'IA, avec les ordinateurs, ils ont toujours des checklists dans les petits, dans les gros avions, sur papier. On n'a jamais rien fait de mieux et ça permet d'éliminer en tout cas un maximum d'erreurs. Là, vous avez une checklist, je ne rentre pas dans le détail, mais une checklist qu'on a mis en place donc à Poissy pour l'hémorragie. On l'a modifiée, on en avait une qui était bien, mais on l'a améliorée pour essayer de ne rien oublier, parce qu'on a vu qu'on avait encore oublié des choses. Et donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, on essaie de la faire monter, et on va revoir ça dans quelques secondes. Et donc, ça permet d'améliorer un petit peu les choses. Et donc on connaît tous la checklist au bloc opératoire, la checklist de l'HAS, et c'est souvent quelque chose qu'on trouve assez pénible à réaliser. Et bien tout simplement, pendant ma dernière garde, c'était vraiment pas volontaire avant ce webinaire, c'est la première fois que j'ai fait un no-go en césarienne, donc c'est-à-dire on n'y va pas. En faisant la checklist HAS, c'était une patiente qui est arrivée à un âge gestationnel prématuré avec des anomalies de rythme, qui est passée très rapidement en code orange en salle de césarienne. Et avant de faire l'anesthésie, on a fait la checklist. Donc, ce qui est important, c'était vraiment avant l'anesthésie. Et en reprenant les antécédents, l'interne d'anesthésie avait les gants, allait poser l'arraché anesthésie. Et en reprenant toute l'histoire, parce que tout est allé assez vite, eh bien, on s'est rendu compte qu'elle était sous INOEP. Et donc là, l'interne d'anesthésie allait faire l'arachie chez une patiente sous INOEP. Et donc, si on n'avait pas fait cette checklist-là, eh bien, on serait passé complètement au travers et elle aurait eu une rachie sous INOEP. Et donc, nous, dans le service, par exemple, là, on s'est rendu compte que
notamment sur les codes rouges, on faisait extrêmement mal cette checklist. Et là, le docteur Ouldamoun nous a proposé une nouvelle checklist avec quelques items qu'on a mis en rouge pour les codes rouges. Voilà, bien sûr, on ne va pas aller vérifier tout, mais au moins ces points qui sont importants, et notamment là, la prise de traitement ou l'allergie, puisque l'allergie, typiquement, vous faites un traitement antibio-systématique en cas de césarienne, et donc il faut bien avoir vérifié l'allergie. Et donc cette checklist, c'est vrai qu'elle elle fait très administrative, entre guillemets, et moi je la termine toujours pour détendre aussi un petit peu la patiente, en disant à la fin de la checklist, est-ce que tout le monde est de bonne humeur ? Est-ce que madame, vous êtes de bonne humeur ? Et au moins, voilà, ça donne un côté un peu plus sympa à cette checklist. Donc ça, c'est la checklist HS pour les césariennes qu'on connaît bien. Et puis, au collège, on a développé, à travers le e-learning auquel vous pouvez avoir accès en ligne, avec Christophe Vessière, Blanche Cresselin, je vais y arriver, Emmanuel Rowe et Anita Astoy, plusieurs checklists pour le rythme cardiaque fœtal, puisque la manque de connaissance du contexte est souvent source d'erreurs et de mauvaises appréciations pendant le travail. Et donc, on a développé 2 checklists importantes, qui est la première, c'est l'arrivée en salle de naissance. On a repris globalement les facteurs de risque principaux à la fois maternels, vous voyez la colonne de gauche, et aussi obstétricaux à la colonne de droite, pour se dire, est-ce que je suis dans une situation à risque d'acidose néonatale. On ne parle pas ici de risque de dystocie des épaules, de risque d'HPP, non. C'était vraiment sur la surveillance fœtale. Donc, vous voyez, il y a plusieurs items qui ressortent dans la littérature, l'âge maternel supérieur à 35 ans, la nulliparité, l'utérus cicatriciel, l'antécédent de décès néonatal, le diabète antérieur à la grossesse. Et puis à côté, on a les risques obstétricaux, donc infection intra-utérine, prééclampsie, grossesse prolongée, prématurité, RCU, siège. Alors, ce n'est pas parce qu'on coche 5 cases qu'il faut faire une césarienne, même si siège, préma, utérus cicat, à part si, ou de toute façon vous avez une césarienne quand vous n'avez pas de croix, pour le reste, on se dit que là quand même, ça peut être une indication de césarienne, mais au moins ça vous donne le contexte et ça vous permet de vous mettre une petite étiquette en vous disant, tiens, cette patiente est à risque. Et pareil pour le rythme à l'arrivée, c'est est-ce qu'on peut aller vers une surveillance classique pendant le travail? Vous voyez, on regarde des choses assez simples, c'est vraiment une checklist rapide. Est-ce que pour la base, le rythme est approprié à la gestationnelle? Est-ce qu'il y a des accélérations? Est-ce qu'il y a une variabilité normale? Et attention, on a dû mettre un négatif. Des ralentissements tardifs absents. Vous cochez partout oui. C'est bon, vous dites je peux faire le travail sans aucun souci. Vous cochez plusieurs endroits non, vous dites est-ce qu'il ne faut pas faire une césarienne avant le travail? Et pendant le travail, on a repris un peu, vous voyez, ces notions du contexte initial. On a rajouté le contexte du travail. Est-ce qu'il y a des métroragies, une hyperthermie, un liquide amniotique méconial? Est-ce qu'il y a une péridurale? Est-ce qu'il y a une stagnation de la dilatation, un recours à l'ocytocine? Vous voyez, tout ça, ça donne le contexte. Et en fait, ces checklists-là, elles nous permettent entre nous aussi de savoir quel est le niveau de risque de la patiente. Et après, il y a bien sûr l'analyse du rythme. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments, puisqu'on n'est pas là pour vous faire un cours sur le rythme. Mais vous voyez, c'est très standardisé. On a quelque chose qu'on appelle le BAVR, donc base, accélération, variabilité, ralentissement, dynamique. Et derrière, ce qui est très important dans la communication, et ça on va le revoir, c'est on fait une synthèse et surtout, on dit très clairement quelle est sa conduite à tenir. Ça peut être expectative, comme ça peut être on fait un pH au scalp, par exemple, mais on dit très clairement quelle est la conduite à tenir. Et ça, c'est très important dans la communication entre nous. Donc vous voyez, c'est des petits outils qui sont disponibles sur le e-learning du CNGOF. Là, je vous ai remis le QR code, qui est un e-learning qui associe à la fois la surveillance fœtale avec une partie théorique et des dossiers progressifs, et puis bien sûr aussi des tests de certification. Merci, Père Castor. Alors, maintenant, on a dit, on peut faire beaucoup d'erreurs, c'est pas si important que ça tant qu'on les détecte. Mais la question, c'est une fois qu'on a fait une erreur, que ça aboutit ou non à un accident, comment éviter quelle récidive? Et donc, il y a un concept qui a été développé dans l'armée de l'air, c'est la manière la plus efficace d'éviter qu'une erreur se reproduise, c'est d'associer son auteur à l'amélioration du processus qui a permis qu'elle survienne. Je vais m'expliquer dans quelques secondes, donc, parce que la phrase est un peu compliquée, mais quand vous voyez ce petit chat qui nettoie ses bêtises, c'est peut-être un petit peu cette idée-là. Ça sous-entend la notion de culture juste, vous allez comprendre. En gros, quand vous faites une erreur, si je vous punis, c'est sûr que la prochaine fois,
je risque de mettre la poussière sous le tapis et de ne surtout pas faire remonter mon erreur. Donc la punition, elle est quand même mère du silence. On dit bien faute avouée, faute demi-pardonnée. Donc ça vient un peu de là. Et donc, mais ça vient de l'armée de l'air. Et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire c'est beaucoup plus c'est sérieux, si on fait une erreur, on est viré ou des choses comme ça. Et bien pas du tout, au contraire, c'est très progressiste dans le raisonnement. Et donc Stéphane Abrial disait c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'engager une démarche de dépénalisation des erreurs en vol. Et en gros, c'est quoi? Et bien en fait, si vous faites une erreur, eh ben, vous êtes impuni. Il y a une impunité aux auteurs d'écart par rapport aux procédures, une règle. Mais attention, il y a des conditions. Il faut en rendre compte, donc il faut la déclarer, l'erreur. Et en plus, ces écarts doivent être aussi involontaires. Si c'est volontaire, ça devient plus une faute. Et que ça ne soit pas répétitif. Si à chaque fois, vous faites la même erreur, au bout d'un moment, c'est questionnant. Mais donc, ça vient de l'armée. C'est ça, en fait. Quand vous faites une erreur, c'est celui qui l'a faite va devoir bosser à l'amélioration du processus qui a permis, en fait, que cette erreur survienne. Et donc, si moi, j'ai fait l'erreur, si on me dit, Paul, qu'est-ce que tu penses faire pour la prochaine fois pour éviter ce que tu viens de faire, je suis bien concerné puisque je viens de faire l'erreur. Et donc, je vais peut-être réfléchir mieux. Et surtout, je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'ai fait et vous allez peut-être pouvoir profiter de mon erreur. Et ça, c'est ce qui se passe aussi de plus en plus dans les staffs du matin finalement. Avant on se faisait engueuler quand on faisait quelque chose et maintenant on essaye de comprendre pourquoi ça a été fait et on remet dans le contexte alors qu'avant c'était pas du tout perçu de la même manière. Ouais, ça pouvait être des staffs compliqués et ça pouvait être formateur sur certains points parce que parfois il fallait quand même être sévère, mais de nombreuses fois, c'était pas forcément utile, délétère surtout, parce qu'après, tu n'avais surtout pas envie de dire, alors tu mentais, si on disait, est-ce que tu as bien récupéré cette nume oui, bien sûr, tout est normal, et tu allais vite la vérifier après le staff, et en fait, c'était pas normal, mais au moins, tu t'étais pas fait engueuler, ce qui est complètement dommageable. On voit bien avec les LOSA. Ça, c'est l'exemple typique des LOSA, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de la prévalence des LOSA actuellement, parce que justement, on les déclare. Et on se fait moins engueuler. Et on se fait moins engueuler. Alors ça, c'est utilisé tous les jours en aéronautique, en fait. On est hyper content de ramener ces erreurs à tout le monde. On les déclare sur des plateformes, soit locales dans votre club, mais aussi nationales. Et quand tu t'embêtes un peu, tu lis les retours d'expérience de chaque pilote et tu te dis « Ouh là là, ça aurait pu m'arriver ». Et voilà. Et donc, ça, c'est hyper important. N'oubliez pas que vous n'avez pas assez d'une vie pour faire les erreurs de tout le monde. Donc c'est génial de pouvoir profiter des erreurs dans une atmosphère plutôt bienveillante avec une notion de culture juste, appelle la faire culture en anglais si vous voulez utiliser des anglicismes. Voilà, typiquement à Poissy, on a fait une erreur, on l'a fait plusieurs fois, mais depuis, je touche du bois, on ne l'a pas faite. En gros, on a administré des médicaments, mais alors faut pas rigoler, parce que vous allez voir dans quelques secondes que je crois que ça vous est arrivé à Lille aussi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est on a administré des AINS à une patiente complètement par erreur. On a dû faire une césarienne. Ça nous est arrivé 2 fois. Et alors, pas de suite, mais non, les césariennes plus souvent. Et donc on a demandé comment c'est possible que ça soit arrivé. Et donc la personne qui avait donné par erreur, qui sont très souvent d'ailleurs des gens qui sont très forts, très compétents, mais l'erreur est tout à fait dissociable de ça. Ils disait mais oui, mais en fait j'ai confondu, etc. Les médicaments dangereux sont à côté des médicaments pas dangereux. Enfin bref, voilà, j'ai donné le mauvais. Bon d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Déjà, ça serait bien de mettre les médicaments dangereux dans un tiroir spécifique. Ça serait, ah oui, pas bête, très bien. Ok, bon, voilà. Donc, c'est arrivé. Et donc, maintenant, au milieu, vous avez, alors je l'ai un peu zoomé, j'ai pris la photo la semaine dernière. Et vous voyez, il y a des gros pictogrammes. Il y a marqué quand même médicaments contre-indiqués, je crois, pendant la grossesse. Il faut vraiment avoir envie d'aller le donner. Alors, bien sûr, ça peut arriver. Je peux être fatigué, je peux avoir les yeux qui louchent et prendre celui de dessus. Mais globalement, ça calme un petit peu. Et en haut, c'est les dotations des patientes qui ont des traitements personnels, mais c'est aussi dans un tiroir spécial pour éviter d'aller piocher dedans. Donc parfois, c'est des moyens très simples. Ça s'appelle l'ergonomie. Donc dans les facteurs humains, il y a des gens qui sont ergonomes pour nous aider à travailler plus intelligemment. Nous, c'est pas notre métier de faire des tiroirs et on ne sait pas, on est nul. Donc on fait nos erreurs, mais grâce à ces erreurs, je suis allé faire ce topo chez Charles à Lille et je me rappelle que vous aviez eu une erreur. Ouais, on a eu la même chose sur les AINS, mais, parce que nous, on n'utilisait pas de pilulier par patient, par chambre. Et souvent, en fait, il y avait un pot où à l'intérieur, il y avait Spasfon, mais aussi de l'ibuprofène, puisque c'était en unité de grossesse pathologique. Il y avait aussi bien des interruptions médicales de grossesse que des suivis de grossesse habituels. De nuit, la sage-femme s'est trompée entre, vous pourrez regarder sur Internet la couleur des comprimés, le Spasfon
et un AINS. Et il a suffi d'une seule prise d'AINS pour que derrière le fœtus fasse une insuffisance cardiaque et qu'on soit aussi amené à faire une césarienne. Et on avait échangé avec Paul et c'est assez intéressant comme on a aussi travaillé avec des ergos parce que faut savoir utiliser les ressources qu'on a dans nos différents centres si on les a. Et puis que maintenant il y a aussi les sages-femmes portent des gilets lorsqu'elles préparent la pharmacie ou préparent les traitements avec un gilet jaune où il y a marqué ne pas déranger. Et parce que pour éviter justement ce type d'erreur de distribution de médicaments. Lors de l'interruption de tâche. Tout à fait. Ouais. Et donc on va y revenir. Je vais vous illustrer aussi ce gilet. Vous allez pouvoir le voir en vrai, vous le connaissez. On a parlé de l'erreur, des conséquences de l'erreur, comment éviter qu'une erreur ne récidive, malgré notre bonne volonté quand même. Et je pense que si on cherche dans d'autres services des erreurs médicamenteuses, il y en a partout. Donc voilà, c'est toujours utile de savoir ce que les autres ont fait. Ils peuvent avoir une bonne idée avec un coup de chance et vous pouvez, elles appartiennent à personne, les bonnes idées, donc vous pouvez vous les accaparer. Il y a un point qui est hyper important dans les facteurs humains, c'est la communication. Et ça, tous les jours au staff, je pense que pour ceux qui animent des staffs, et alors surtout en maternité, et ceux qui font des gardes, mais en chirurgie, c'est pareil, il y a de la communication. La communication est un élément clé des facteurs humains. Et donc, là où il y a de l'humain, il y a de la communication. Là où il y a de la communication, il peut y avoir de l'erreur. Et Bernard Weber dit, cette phrase qui est un peu longue, alors j'aime bien les phrases longues, mais vous savez très bien ce que ça veut dire, c'est entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, parce qu'entre ce que vous voulez dire et ce que vous croyez dire, c'est pas la même chose, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, parce que parfois on aimerait bien comprendre certaines choses, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Vous le savez très bien déjà à l'oral, mais alors encore plus si vous envoyez un SMS où vous dites « tu m'as mal parlé dans le SMS », mais pas du tout, je t'ai pas du tout mal parlé. Donc, et parfois, simplement, en parlant, parfois on se sent agressé, etc. Parfois on ne capte pas les bonnes informations. C'est exactement, je trouve que cette définition reprend bien ça. Alors, je vais vous donner quelques mots-clés très rapides, mais en gros, dans la communication en équipe, et c'est ça qui est important, déjà, quand on a certaines situations qui sont urgentes, il faut anticiper la communication. Il ne faut pas attendre le dernier moment, parce que forcément, elle va être un petit peu abîmée, cette communication. Communiquer déjà le plus tôt, mais surtout avec tout le monde. Et donc, plus on s'y prend tard, plus on va aboutir à l'erreur. Faites attention, ne préjugez pas que l'autre a compris ce que vous vouliez dire. Soyez-en sûrs. Le meilleur en facteur humain, c'est les anesthésistes, les IAD. Ils sont très forts, ils sont en avance. Et écoutez-les parler. Donc oui, prépare-moi 10 mg de tel truc. Oui, ça y est, j'ai préparé, il est prêt. Ok, est-ce que tu peux injecter 10 mg de tel truc? Ok, 10 mg injectés. Et en fait, ils font ce qu'on appelle un collationnement ou une boucle de communication, c'est-à-dire je donne pas un ordre, mais une intention, et la personne en face va vous confirmer que cette intention a été faite. Et donc, on est sûr, ah non, mais c'est pas 10 de ça, c'est 10 de ça. Ah, d'accord. Ça, c'est le seul moyen si vous avez un collationnement ou une boucle de communication. Il y a une phraséologie qui est hyper claire en aéronautique où vous dites, je suis depuis Tenerife, je suis sur le seuil de piste, je suis prêt à décoller. La tour va vous dire, ok, vous êtes sur le seuil de piste, vous maintenez, vous attendez. Ok, je maintiens. Et donc, ça paraît vachement redondant parce que ça fait beaucoup de micros, beaucoup de parlotte. Ouais, mais les crashs, il y en a quand même pas beaucoup par rapport aux effets indésirables graves. Et donc, Christian Morel dit, voilà, sécuriser notre façon de communiquer en renforçant linguistiquement, si on peut dire, l'interaction. Et donc, j'ai un de mes amis qui est pilote de ligne et qui me dit, ouais, quand tu as un doute, il n'y a plus de doute. Si tu as un doute, levez-le. Passez pour quelqu'un de bête, n'hésitez pas et reposez la question. Comme ça, vous êtes sûr, s'il s'est rendormi, le médecin de garde, votre chef de garde, vous lui dites, tu peux venir pour l'hémorragie, il raccroche. Il n'a pas répondu, peut-être qu'il faut le rappeler, vous vous ferez engueuler. C'est pas bien grave. Et normalement, il ne doit pas vous engueuler. Ah non, mais c'est super important ce que tu dis, par exemple sur les 2 premiers points, anticiper et communiquer. Anticiper, typiquement les Canadiens, c'était très intéressant, on a vu ça au réseau mère-enfant de la francophonie. Tous les jours avant la chaire gynéco, ils se posent, l'IBOD, l'IAD, l'ANES, le CHIR, toute l'équipe du bloc, et on reprend ensemble tout le programme, et on anticipe le temps anesthésique, le matériel nécessaire. Eh bien, ça évite de se retrouver au patient qui est endormi, et puis typiquement en ortho, on n'a pas la prothèse du bon côté, etc. Et donc, en fait, ils font ça tous les jours. Et moi, je trouve que c'est assez vrai aussi quand on fait, par exemple, un placenta Accreta ou Percreta, on se pose systématiquement tous pour discuter de quelle est la stratégie opératoire, quelle est la stratégie transfusionnelle. Et après, communiquer, dans les RPC, c'est pour ceux qui voient bien ce petit schéma, c'est dans l'hémorragie du postpartum.
le graphique est très bien fait, la figure. Il y a la ligne prise en charge OPS, la ligne prise en charge ANEST, et on voit entre les deux, il y a marqué communication. Et je pense que c'est vraiment hyper important, nous, dans l'hémorragie du postpartum, dans une myomectomie qui saigne ou autre, de pouvoir toujours bien communiquer entre nous tous, et le plus tôt possible, comme tu dis, pour éviter de dire d'un seul coup « Ah, au fait, j'ai 3 litres de perte ». Ce qui est déjà arrivé dans plein de RMM qu'on a pu faire, etc. Mais on va y revenir dans quelques secondes sur la conscience de la situation partagée. C'est-à-dire à un moment, mettre à jour avec toute l'équipe où on en est en ce moment et ce qui va se passer. J'y viens dans quelques secondes. Voilà, il y a des alphabets codés en aéronautique, c'est loin d'être bête. Moi, combien de fois on m'a ramené des dossiers avec des homonymes. Vous savez très bien, quand il y a des homonymes, on a peur, on les entoure. Attention, homonyme dans le service. Voilà, apporte-moi le dossier de Madame Dumont. Ah, tu m'as apporté le Madame Dupont, c'est pas le même, donc on l'a pas, etc. Faites attention au silence aussi, donnez un retour et faites attention aux règles d'expression des nombres. Le matin au staff, il suffit, j'ai fait une ventouse et puis le bébé, ça allait bien. Il avait un pH à 7,2, mais oui, mais 7,02 ou 7,20, c'est pas la même chose. Il y en a un qui est acide, il y en a un qui l'est pas. Donc voilà, le diable est dans les détails et la communication se base là-dessus. Alors je vais vous donner 2 vidéos juste pour des appels à l'aide. Alors les internes qui nous écoutent, ils sont beaucoup appelés dans cette situation en première ligne, nous aussi, mais en deuxième ligne. Et donc vous allez voir un exemple, je pense que vous allez le trouver un peu sommaire, et le deuxième peut-être un peu appuyé, mais vous allez voir un mauvais exemple de communication et un bon exemple de communication. Bien sûr, ce sont des scénarios que nous avons faits. Cette personne sait très bien faire les appels à l'aide. Allô, Marianne, on a besoin de toi en salle 6. Urgemment. Tu viens vite, hein? On a besoin de toi. Donc vous voyez que cet appel à l'aide, il est mauvais. Alors au moins on sait comment s'appelle l'interne, mais en général il le sait au bout du fil, mais on ne sait pas qui l'appelle. On sait que c'est en salle 6 au moins, mais bon, salle 6, il peut y en avoir plusieurs. Parfois ça peut être une salle de bloc central, une salle de mater, bref. Et surtout, on a besoin de toi urgemment. Pourquoi ? Pour faire une ventouse parce que la patiente ne peut plus pousser, parce qu'il y a des anomalies d'urite, une bradie, un arrêt cardiaque. On ne sait absolument rien. Alors bien sûr, on l'a joué celui-là, mais ces appels, ils existent tous les jours, dans toutes les maternités et dans tous les services. C'est pas les maternités, c'est dans tous les services, quels qu'ils soient. Et là, c'est un bon appel. Allô Marianne, c'est Odile, en salle de naissance. Je t'appelle parce qu'il y a une nullipare en salle 6. Jérémy te demande de venir parce que le rythme est parfait. Mais bon, elle est épuisée là, la pauvre dame. Donc voilà, est-ce que tu peux venir pour une extraction, probablement une ventouse. Merci. Donc Odile a été hyper sympa parce qu'elle nous a dit quel instrument il fallait utiliser. Donc on voit que c'est un peu joué, mais là vous êtes au bout du fil, vous êtes peut-être avec une patiente à qui vous annoncez quelque chose, vous êtes peut-être au bloc en train de faire un petit, j'en sais rien, mais en tout cas ça vous permet un peu de savoir, est-ce que vous avez le temps de finir votre café, est-ce que vous avez le temps de dire au revoir à la patiente, de la rhabiller, c'est hyper important. Et puis surtout de vous préparer. Si on vous dit viens en salle parce qu'il y a une dystocie des épaules, le temps que vous y alliez, vous réfléchissez. Si tu dis écoute, il est juste attrapable, il est partie moyenne, partie basse, tu dis allez, on l'a fait pousser encore, j'ai un tout petit peu de temps madame, rhabillez-vous, je suis appelé en salle, etc. Hyper important aussi pour se préparer à faire un geste potentiellement en urgence. Et ça, l'HAS avait quand même mis le fameux SAED, dont on a souvent un peu tous entendu parler dans nos services ou dans les formations qu'on a pu réaliser. Alors là, il est un peu compliqué, c'est le SAED de l'HAS, et moi je l'ai un peu simplifié en mode obstétrical. En tout cas, c'est le premier point, c'est je décris la situation actuelle concernant le patient. Donc je t'appelle pour Madame A au 127, et ça c'est hyper important de géolocaliser parce que par exemple dans une maternité comme la nôtre qui est très grande, il faut savoir exactement où on va, qui présente des ARCF en cours de déclenchement. Alors il n'y a pas forcément besoin de reprendre toute l'historique du déclenchement, et encore que ça serait en cours de déclenchement dans le cadre d'un retard de croissance in utero, c'est sûr que ça nous alerte encore plus. Donc j'indique les antécédents utiles liés au contexte actuel, c'est ce que j'ai mis après, la comme antécédent principal un utérus cicatriciel et suivi pour RCU. Bon, là on commence à se dépêcher quand même un petit peu plus. Je donne mon évaluation de l'état actuel du patient. Très clairement, on ne va pas rentrer dans une classification très importante, et je trouve que ce qu'on se dit assez souvent entre nous, le rythme n'est pas ouf, c'est pas dingo, ou voilà. Mais en fait, c'est bête, mais ça nous permet quand même de venir. Voilà. Bon, après, il faudra une description un peu plus précise quand même. Et puis le D, je formule ma demande. Et ça, c'est hyper important. C'est peux-tu venir voir tout de suite, s'il te plaît. Voilà, c'est important de donner le temps, la temporalité, merci Paul, de la venue, parce que ça doit changer. Effectivement, souvent, on fait une autre activité en même temps, et donc c'est tout. On lâche tout et on vient immédiatement.
Et j'aime bien rappeler que le plus important aussi au départ, c'est de dire bonjour et de se présenter. Parce que c'est assez désagréable quand on est appelé et qu'il n'y a pas un bonjour, c'est qui. Et c'est hyper important pour savoir qui nous parle. Et puis moi je trouve que la règle de politesse, et puis à la fin du coup de fil, un merci aussi, c'est hyper important. Mais ça, la chaise ne l'avait pas mis. Justement, à propos de la politesse, c'est assez important. Alors, dans la communication non violente, c'est un vrai concept. Donc, c'est pas moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. Et il y a même un concept qui existe vraiment, c'est l'écoute active. En fait, c'est être disponible et réceptif à écouter. C'est un vrai concept. Alors, il y a plein de trucs, je rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment écoute active, c'est être disposé à écouter ce que l'autre va vous dire. Si vous écoutez à moitié, ça s'appelle entendre, et c'est pas la même chose. Alors, parfois, dans les rapports humains, on sait que parfois il y a des conflits. Parfois, il y a des gens qui sont pas polis. Il y a des gens qui sont tendus, il y a des gens qui sont stressés, et parfois ça peut monter dans les tours. Et qui est pris en otage là-dedans, c'est les patients en fait. Alors nous aussi, parce que c'est pas rigolo d'aller travailler avec parfois la peur au ventre, parfois le stress simplement au ventre. Et puis, voilà, l'idée, alors c'est bien gentil de dire que le but c'est pas de dominer les autres, c'est de les écouter, etc. Mais c'est aussi important qu'on soit tous sensibilisés à ça pour ne pas laisser ce genre de rapport humain comme on a pu voir certaines choses qu'on aurait préféré oublier. Bien sûr, la politesse, comme tu le disais, Charles, faut être poli, mais c'est hyper important. Quelqu'un qui est poli, tout de suite, on a plus envie de communiquer avec lui que quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Et puis refuser simplement toute forme d'agression verbale. On n'est pas là pour se faire embêter quand on est de garde, etc. C'est déjà suffisamment dur. Si en plus on se fait agresser, ça va aller. Faites attention à ça, c'est important dans la communication. Alors on voit très bien ce que ces gens veulent dire, les uns après les autres. C'est le non-verbal, ça. C'est-à-dire que la communication, c'est pas que parler, en fait. La communication, vous voyez que le verbal en bleu sur le camembert, c'est 7% de notre communication. Tout le reste, c'est soit du non-verbal, c'est-à-dire ce que font comme geste ces gens-là. Donc, ils n'ont pas besoin de parler, on sait tout ce qu'ils veulent dire. C'est ça qui est assez dingue. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a le paraverbal. Le paraverbal, c'est le ton. C'est l'intonation qui peut être donnée. Et puis, on sait très bien que quand le ton est parfois froid, on peut dire des choses et qui peuvent vraiment blesser, alors que le mot n'était pas forcément choquant, mais le ton l'était. Et puis ça, c'est un peu plus du management, mais c'est plus important en 2025. On fait attention à ça, à critiquer en privé, féliciter en public. Thibaut, tout à l'heure, parlait des staffs où le matin, on était un peu sur le peloton d'exécution. Bon, ça, voilà, il faut essayer d'abandonner ce concept, ça n'est vraiment pas utile. S'il y a besoin de critiquer, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas, mais on peut se voir dans un bureau, on n'est pas obligé de faire un tribunal, et puis on réessaye de comprendre, et puis on laisse reposer, etc. Et puis les félicitations, pour le coup, c'est important pour l'équipe, et c'est de la communication d'équipe, mais c'est aussi très important. Un autre concept, la conscience de la situation, ça c'est hyper important. Alors vous allez me dire, c'est toujours des définitions un peu fumeuses, c'est savoir ce qui se passe autour de nous et ce qui se passera. Alors tout à l'heure tu en parlais avec, sur l'hémorragie je crois, voilà, quand la patiente avait saigné 3 litres, il y a des morts là-dessus. On a eu, pour ceux qui font partie des commissions sur l'enquête confidentielle sur les morts maternelles, on voit que par moment les gens n'ont pas la conscience de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Donc finalement c'est pas aussi foireux que ça, si vous me permettez l'expression, cette définition, elle est hyper importante. Et bien sûr, l'écart entre la conscience que vous avez de la situation et la réalité doit être le plus faible possible. En gros, vous ne devez pas être à côté de la plaque, d'accord. Mais en fait, ça a été conceptualisé dans l'armée, c'est l'élément le plus important dans les missions. Donc Situation Awareness pour les Américains, et l'OMS en parlait déjà en 2009. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des obstétriciens, des gynécologues, des sages-femmes, qui savent forcément ce que c'est la conscience de la situation. On l'utilise parfois sans le savoir, mais ça s'appelle comme ça. Et c'est important, et ça va mieux en le disant, et surtout vous pourrez mettre des mots finalement sur des choses que vous vivez en pratique. Alors c'est quoi ? Il y a 3 niveaux de conscience de la situation, et l'hémorragie, l'exemple que tu donnais Charles, est exactement celui-là. La conscience de la situation, il y a 3 niveaux, la perception, la compréhension et l'anticipation. En gros, on m'appelle, mon interne m'appelle parce qu'il y a une hémorragie, je vais rentrer dans la salle et je vais utiliser que des sens. Je vais regarder, je vais écouter, on peut sentir, on peut toucher, une patiente qui est froide, etc. Mais on rentre et on voit quoi ? On voit des alarmes, on voit du sang par terre, des gens qui ont glissé, on voit du monde qui s'agite, mais c'est la vérité, vous le savez très bien. On voit une agitation, on entend une agitation, des mots dans tous les sens, des trucs qui s'ouvrent dans tous les sens, les alarmes qui sonnent dans tous les sens. La patiente, elle parle pas, vous la voyez, elle est toute blanche, vous regardez le sac, il y a 3 litres dedans, j'exagère, mais donc là, vous êtes à peu près capable de passer à la 2e étape, je comprends. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça on le fait tous les jours. Oui, mais vous allez voir qu'il y a plein d'erreurs à ces niveaux-là. Et puis vous avez compris, ok. Et donc vous allez vous projeter. Donc si ça continue en robinet ouvert comme ça, je sais ce qui va se passer. C'est qu'on va passer au bloc ou c'est qu'on va faire une hystérectomie. Et donc je vais décider. Là, je vais décider de mettre un ballonnet de tamponnement intra-utérin. Donc je le pose et puis je reviens.
au début. Je vais voir, tiens, ça a l'air de se tarir, ça coule pas dans la tubulure. La patiente, j'entends que ça se calme un petit peu. Vous le savez très bien. Ceux qui font des gardes le savent très bien que ce bruit, on sent que ça s'apaise, ça sonne moins et on se dit, c'est peut-être en train de prendre le bon bout, etc. et le bon chemin. Voilà ce que c'est la conscience de la situation. Alors pourquoi c'est important ? Parce que cette femme n'a pas conscience de la situation. Il y a du bruit, il y a des travaux, elle ne sait pas faire de la trottinette, il y a du bruit, ça doit klaxonner et bien sûr l'accident arrive. C'est un peu une blague, mais c'est quand même très important. En fait, dans l'aéronautique, ils ont regardé. Et qu'est-ce qu'il y a dans les accidents ? Le plus souvent, dans la conscience de la situation, c'est la perception qui est altérée. Et ça intervient dans 3/4 des accidents. Et dans les erreurs de perception, vous avez vos sens en activité. Dans 50% des cas, vous n'avez pas vu ce qu'on vous montrait. Vous n'avez pas regardé ou vu l'indicateur. Alors ça peut être un indicateur dans un avion, mais ça peut être une patiente qui saigne, vous la voyez pas saigner. Parfois c'est l'ibode qui vous dit, regarde, il y a une mare de sang au pied de la patiente. Ah ouais, je l'avais pas, merci beaucoup, ça m'a sauvé. C'est hyper intéressant ce que tu dis, moi je me permets tout bien sûr. Toujours Père Castor. On a eu récemment une hémorragie comme ça, où en fait en césarienne, elle a saigné, mais sur les côtés, et vraiment que dans les draps de protection, ce qui fait qu'en fait on s'est retrouvé très vite à un saignement majeur qui avait été occulte en fait parce que c'était vraiment sur le côté et donc l'équipe a eu une erreur de perception et on s'en est rendu compte à la fin seulement, quoi. Et donc c'est vraiment c'était très intéressant que ça représente 3/4 des accidents et c'est vrai que là typiquement c'était ça dans cette situation. Et on peut en parler, je pense que chacun va raconter une histoire parce que c'est ultra fréquent. Il y en a d'autres, je passe aux dernières, parfois dans 10% des cas un peu plus, c'est pas conforme à ce que vous attendez, donc vous n'y croyez pas. Combien de fois le labo vous appelle avec une NUM, on n'y croit pas, 4 grammes d'hémoglobine, non, c'est dilué, j'y crois, et la patiente elle a 4 grammes. Voilà, il y en a 1000 des exemples comme ça, et puis parfois vous oubliez simplement l'information parce qu'il y a trop de travail. Et ça, c'est notre cerveau, il fonctionne comme ça, et même si vous êtes fort, ça peut arriver, donc c'est tout à fait indépendant de ça. Et donc, on a vu que c'était fréquent dans les problèmes de perception. Et si vous avez une bonne conscience de la situation, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir anticiper. Alors, on dit être dans l'avion. Quand vous faites de l'avion et du petit avion, vous êtes toujours sur là où vous allez arriver dans quelques minutes. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, on subit. Et quand on subit, ça finit mal. Et là, la question, c'est la mort directement. Mais l'HPPI, c'est la même question en fait. Il y a la santé de la patiente et donc il faut être au devant de l'HPPI. Et ça, c'est important, comme le disait Charles, d'avoir une conscience de la situation partagée. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun fait son truc. L'anesthésiste, il remplit, il transfuse, il fait ce que vous voulez, il fait une deuxième voie, il met une voie centrale. Vous êtes en train de faire une révision du col, à vous ouvrir, à faire une révision utérine. Tout le monde travaille dans son coin et personne ne parle. Donc en fait, vous ne savez pas réellement ce qui se passe au total. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est aveugle et sourd de façon attentionnelle et ça s'appelle la tunnelisation de l'attention ou la focalisation et ça c'est favorisé par la fatigue, par le stress, quand c'est le drame, quand ça saigne à fond, la pression temporelle, la surcharge cognitive, il y en a partout et les défauts de communication. Et donc c'est important à un moment de pouvoir, je reviens juste en arrière, dans cette tunnelisation, c'est important de pouvoir sur l'hémorragie faire une pause. Juste, on arrête de faire tous chacun notre petit truc, nous on appelle ça un time-out, et donc on s'arrête à un moment donné, comme vous le voulez, quand on met la sulprostone, etc. Juste, on en est où ? Moi, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le plan obstétrical, là j'ai 1700, j'ai posé mon ballonnet de tamponnement, les saignements ont l'air de se tarir. Et toi, comment elle est ? Écoute, moi, elle est plutôt stable, j'ai mis de la baby noradré, mais écoute, pour l'instant, ça se maintient. Ok, écoute, pour le moment, on attend, et puis, voilà, ou c'est la catastrophe, écoute, je vais appeler mon astreinte pour qu'il vienne m'aider, parce que je pense qu'on ne pourra pas l'emboliser, et on va passer au bloc. Et ça, c'est vraiment important, et il y a un moment, il faut lever les yeux, parce qu'on est tous occupés, et on est tous tunnelisés. Et là, un exemple d'effet tunnel sur une patiente qui arrive, qui n'a aucun antécédent, sa 3e grossesse, elle a 2 accouchements voix basse sans particularité. Là, elle arrive en travail spontané, elle est déjà à 4-5 cm, elle a une tension un petit peu élevée, 16,8, une température à 36,3. Et en fait, vous voyez, il est minuit et demi et le rythme est le suivant. Donc on est quand même assez inquiet par rapport à la variabilité. Et là, l'équipe de garde décide de réaliser donc un pH au scalp qui est décidé à minuit 47. Et en fait, vous voyez tout le temps qui passe là de réalisation du pH, parce qu'en plus le pH est difficile. Il y a de multiples prélèvements, 2 opérateurs, et en fait on est concentré sur le geste. Et en fait, on ne voit pas que le rythme, il continue à se dégrader, mais il est un petit peu particulier. Là, vous verrez à la fin la solution. Mais en fait, on est complètement focus sur ça. Donc on fait le pH, très bien, qui revient à 7,34. Vous voyez, donc quand même un chiffre plutôt rassurant. La patiente, elle est à 9 cm, donc il décide de poser une rachianalgésie.
Et vous voyez un petit peu, pose de l'arachide, j'ai laissé tout ce qui était marqué sur le monito. Pause très difficile puisque la patiente est algique et à 10 cm. Et vous voyez encore tout ce temps de tunnelisation sur l'arachide. Et vous imaginez tout le temps depuis qu'il y a eu sans variabilité. Au final, il est décidé juste après l'arachide, donc même pas sûr qu'il y ait eu un effet de l'arachide. Un forceps qui est fait à 1h55 sans aucun souci. Il y a un bébé qui naît avec un très bon pH, c'est 19. Mais en fait, il y a un flotteur à la naissance, d'où les petites apparitions ici. Mais en fait, il y a eu un double effet tunnel dans ce dossier qu'on a débriefé en équipe, où à la fois, nous, on a été super concentrés côté obstétrical sur le pH au scalp, quitte à faire plusieurs prélèvements, et l'équipe d'anesthésie sur l'arachide. Alors qu'on aurait probablement pu agir plus tôt, mais heureusement, c'était une situation de flotteur et ce n'était pas une situation d'acidose sévère. Et donc, pour illustrer la surdité attentionnelle, je vais juste vous montrer cette vidéo qui n'est pas très agréable à écouter. Donc, vous pouvez parfois baisser un petit peu le son de votre ordinateur, mais pas complètement. Et donc, c'est juste une vidéo qui est utilisée en aéronautique pour illustrer ce que c'est d'être sourd quand on est focalisé sur quelque chose. On est à Megève, on est en Haute-Savoie, on est sur un aérodrome de montagne, donc il faut des autorisations spéciales. Tous les pilotes ne peuvent pas atterrir là-bas parce qu'il y a des montagnes et quand on remet les gaz, il y a des risques d'aller se prendre des montagnes. Et là, l'avion, il y a 3 personnes dans cet avion de tourisme et ils veulent atterrir, ils sont sur les étapes quasi finales et ils sont obnubilés par un avion qui est devant eux et cet avion doit se poser et avoir dégagé la piste pour qu'eux puissent se poser. Si l'avion n'a pas tout à fait dégagé la piste, ils ne pourront pas se poser, ils vont devoir remettre les gaz. Donc voilà pourquoi ils sont obnubilés. Je vous laisse regarder. Pardon ? Et stressé. Peut-être. L'aérodrome et la piste est là. Et il y a un avion que vous ne voyez pas qui est en phase finale. Donc là, ils sont concentrés sur l'avion. Ils ont des casques anti-bruit, probablement. Non, ils entendent ça. Je ne peux pas le passer et l'avancer pour protéger vos oreilles. Et donc, il y a un avion. Donc, l'avion vient d'atterrir. On ne le voit pas vraiment. Mais je suis quasiment sourd là. Et l'avion a atterri. Et il est en train de sortir en bout de piste. Et donc, ils ont l'autorisation d'atterrir à leur tour. C'est bientôt fini, rassurez-vous pour vos oreilles. Voilà, ils t'entendent plus. Voilà. Peut-être, je ne sais pas s'ils m'entendent. Au moins, on change l'alarme. On change l'alarme, elle est plus agréable. Et puis, l'avion finit par atterrir. Il n'y a pas d'embûche, tout le monde va bien. L'alarme va s'arrêter dans quelques secondes. Donc là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vont éteindre le moteur dans quelques secondes. Ça va nous faire du bien. Enfin, pas le moteur, mais la batterie. Elle n'est pas coupée. Et là, on pourra remettre plus fort un tout petit peu. Là, vous pouvez mettre plus fort. Voilà. Et écoutez-les, c'est assez intéressant. Alors, ils allaient trop vite parce que c'est pas normal. Ils allaient trop vite et ils savent pas pourquoi. Alors, ils se rendent compte que l'hélice est cassée, que le moteur est cassé. Et écoutez bien. On était préoccupé par l'avion qui était devant et moi j'ai rien vu fumer non plus. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de train. Et donc ils disent ils étaient préoccupés par l'avion qui était devant. Ils sont 3, donc il n'y en a même pas un qui tilte. Il y a des alarmes, il y a une alarme. Puis l'alarme, on sait qu'on ne les écoute pas. Donc, et donc elle change de ton, elle passe en bitonale et personne n'entend. Et ils atterrissent. Et donc elle est très intéressante cette vidéo parce que personne n'est mort. C'est juste génial. Et ils vous disent exactement ce que c'est une surdité attentionnelle. Un petit mot on est quasiment sur la fin de cette présentation, un mot sur l'interruption de tâches, le stress et puis la coordination des équipes. L'interruption de tâches, c'est un point très important. La première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'est un pilote qui me l'a dit quand j'annonçais malheureusement une mauvaise nouvelle à ce couple-là. Et il m'a fait une lettre et mon téléphone avait sonné 10 fois et je pense que Charles va compléter ce que je dis dans quelques secondes. Et il m'a dit c'est impossible, vous êtes victime d'interruption de tâches. Je ne savais même pas ce que c'était réellement. Et donc en gros, dans un avion, c'est impossible d'interrompre les tâches.
parce qu'on est tellement concentré. Alors déjà, ils ont une porte, les pilotes, donc déjà, si on veut y aller, il faut sonner. Mais c'est interdit d'aller les déranger à des phases critiques du vol, au décollage, à l'atterrissage. Et vous voyez sur l'écran, il y a des moments, c'est no contact. Ça veut dire, même s'il y a le feu, no contact. On n'a pas le droit, c'est le cockpit stérile flight desk. Et donc, après, vous avez en jaune, uniquement, vous avez le droit de les déranger s'il y a un problème de sécurité. Un feu, j'en sais rien, etc. Et puis quand vous êtes en croisière, alors là on peut parler, etc. Mais ça, c'est fondamental et ça, nous, on ne sait pas le faire. Et d'ailleurs, on voit que dans nos autorités de tutelle, c'est connu. Et donc là, je l'ai repris, c'est sur le site, je crois, de l'HAS, vous êtes interrompu toutes les 6 minutes au bloc opératoire. Donc on imagine, est-ce que vous voulez que vos pilotes soient interrompus toutes les 6 minutes pour des conneries ? Parfois, souvent. C'est quand même gênant et c'est questionnant. Et comme le disait Charles, voilà, on a des dispositifs pour ne pas être dérangé, mais il y en a plein, ils ne savent même pas ce que c'est. On se dit, tiens, il a une chasuble, c'est rigolo. Il y a des trucs, merci de ne pas déranger, autant vous dire que personne ne les lit. Ça, c'est pas forcément aussi évident, c'est donc les marquages au sol, autant vous dire je ne suis pas sûr que ça soit forcément efficace. Ça, c'est pas mal, l'espèce de panneau où on n'a pas envie de demander forcément où sont les toilettes, il faut faire le tour, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a des choses importantes. Savoir ne pas déranger sans avoir une bonne raison, c'est de la politesse, mais c'est important de dire à vos équipes que c'est des points très importants, cruciaux. Demandez si vous dérangez. Moi, il y en a plein qui m'appellent, je suis en consulte, je lui dis je suis en consulte. Il continue à parler. Non, je suis en consulte, tu me déranges en fait. Et donc pouvoir dire écoute, je suis pas disponible, rappelle-moi. Mais l'interruption de tâche, si tout le monde est au courant, on fera plus attention que si on est 3 à être au courant. Et puis donc l'organisation, les barrières de protection, c'est fondamental d'essayer de limiter ces interruptions de tâches. Et moi, c'est ma dernière histoire. Mais donc d'interruption de tâches, là, je vous ai pris une photo. C'est tous les téléphones qu'on a en césarienne. Vous voyez, vous avez le bip de l'externe, le bip de l'interne, le bip de la sage-femme de césarienne, le téléphone perso du senior et le bip de garde du senior. En fait, à Lille, on a monté un système de consultation qu'on appelle de discussion autour de la naissance, qui sont en fait des consultations de vécu trauma sur les conseils de Pierre Rénal, que je remercie encore énormément de nous avoir guidés pour la mise en place de ces consultations-là. Et là, je reçois une patiente qui vient pour débriefer suite à une césarienne en cours de travail pour dystocie cervicale. Donc, vous voyez, pas forcément une situation très urgente. Et elle est à 1 an du postpartum. Et j'ai repris sa phrase. Pendant que l'obstétricienne m'opérait, elle était sollicitée en permanence. Donc vraiment l'interruption de tâche typique. Elle donnait des instructions pour gérer l'hémorragie. On lui a montré un rythme et on lui a mis le téléphone à l'oreille. Donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, le temps de concentration sur la patiente était quand même diminué. Et elle avait envie, la patiente dit ça, j'avais envie de lui hurler qu'elle était en train de m'opérer et qu'elle s'occupe de moi. Je me suis dit qu'elle allait oublier de fermer quelque chose. Et en fait, c'est vraiment le vécu de cette patiente, moi, qui m'avait quand même pas mal marqué. Et c'est vrai qu'on a essayé, nous, de changer un petit peu pour qu'il y ait moins de téléphone en salle de césarienne. Ça a marché une semaine, puis tout est revenu comme avant. C'est quand même assez difficile de travailler sur ça parce que le bip de garde, on en a quand même besoin. La nuit, on ne peut pas dire non, je fais une césarienne, ne me dérangez pas pour les autres patientes en salle. Et c'est là les limites avec parfois le domaine de l'aéronautique, mais peut-être d'en être conscient, de dire rappelle-moi. Alors, la première chose, c'est urgent ou c'est pas urgent. Voilà. C'est pas urgent, tu me rappelles. Hop. Au moins déjà, vous êtes interrompu, mais ça dure moins longtemps que. Au fait, je voulais te dire, il y a une patiente, elle n'a pas pris son médicament, est-ce que je lui donne ? Et on perd encore 5 minutes. Mais ton intonation était quand même virulente. Dans la communication, tu sens un petit peu d'exaspération. Parfois, on est humain, et donc, mais il faut essayer de faire attention. Et puis pour terminer, stress et coordination en équipe, pour qu'on finisse là dans les 3 minutes, 4 minutes. Le stress, ça, on a une spécialité à risque de ça. C'est quoi ? C'est une réponse qui est tout à fait normale, qui est complètement primaire. On voit cet homme préhistorique, de réaction automatisée face à votre environnement qui change et qu'on perçoit plutôt comme une stimulation ou voire une agression. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a 3 possibilités, soit en flight, soit en fight, soit en freeze. Donc, soit vous voyez le mammouth et puis vous partez en courant, soit vous dites on se met à plusieurs et on va le manger. Et puis, on va l'attaquer avant de le manger. Et puis, soit je fais comme si j'étais un caillou et ça se trouve il va passer, il va pas m'attaquer. Ça c'est du stress classique. Alors un peu pour expliquer que c'est normal. Et puis il y a un truc qui est important, c'est que le stress, on en a besoin en fait, parce que quand on n'a pas assez de stress, on n'a pas de niveau de performance en fait. Et vous savez très bien. Alors Charles pourra le dire, quand on fait les RPC par exemple, comme on est longtemps en avance, on n'a pas beaucoup de stress. Donc alors, on n'est pas dans le sommeil ni l'ennui, mais on va pas surtout bosser tout de suite. Et puis après.
on va commencer à se rapprocher de la deadline. Et vous le savez très bien pour les examens, etc. On se dit, ouais, bon là, il va falloir que je m'y mette. Et là, on va avoir un bon stress, on va commencer à être bon. On s'y prend 2 semaines à l'avance, nanana, mais voilà. En fait, je comprends mieux ton mode de fonctionnement. Voilà. Et puis à la fin, quand c'est demain qu'il faut rendre le truc, waouh, je vais le faire, on est confiant. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que la biblio est monstrueuse, que les révisions sont trop nombreuses, et on commence à avoir le mauvais stress. Et donc, c'est marqué comme ça. On commence à être perturbé sur le plan émotionnel, la fatigue, l'épuisement. Et puis après, on souffle comme ça et on envoie un mail à Charles en lui expliquant qu'on n'a pas fait le boulot. Et on finit par se ronger les ongles ici. Et donc, juste un mot sur le stress, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a un truc important, il y a des stresseurs professionnels, c'est pas des gens qui stressent bien, hein. C'est les stresseurs qu'on a au boulot, et il y a les stresseurs qu'on a dans notre vie. Alors les stresseurs professionnels, je vais commencer par le bas, la surcharge de boulot, quand on est en sous-effectif, quand il y a des conflits avec des gens de notre équipe, quand il y a des modifications de votre façon de bosser, par exemple, quand on a eu notre nouvelle maternité, on savait pas où était la salle de naissance, où étaient les toilettes, ton bureau, tu sais rien, tu sais même pas où sont les badges, et donc ça peut stresser. Les transferts de stress, parfois vous bossez avec quelqu'un qui est ultra stressé et il arrive à vous transférer son stress en disant mais c'est pas possible, mais je dois louper un truc parce que lui il est hyper stressé, il y a que moi qui le suis pas, donc voilà. Et puis bien sûr les situations rares ou graves qui font que ça va nous stresser bien entendu. Et puis un point important, les stresseurs personnels, et dans la vie il y a une échelle qui existe de Ray Holmes et qui permet de savoir un peu où vous en êtes. Alors vous allez me dire ouais, on ne l'utilise pas beaucoup, voilà, à Noël c'est un peu stressant, le déménagement ça l'est aussi, le mariage ça l'est beaucoup. Et puis, vous voyez, blessure, maladie, mort d'un proche parent, divorce, mort d'un conjoint. Et donc, voilà. Alors, dans les grandes compagnies aériennes, ils prennent en compte ça. C'est-à-dire que si on voit que vous n'êtes pas bien, que vous avez les yeux, que vous avez pleuré, que vous avez, voilà, vous montez dans le cockpit, l'autre va être très attentif à ça. Et il va vous dire, mais tu te sens pas bien, explique-moi. Et puis, si tu te sens pas capable, tu sors et il y a un pilote de rechange. C'est la vérité, c'est des histoires vécues de gens qui de gens qui travaillaient chez Air France. Et ça n'existe pas parce que si le 24 décembre tu divorces, ça va pas à la maison. T'appelles tes collègues, il n'y a pas de médecin de réserve. Ouais, mais voilà, c'est la limite de l'aéronautique, mais c'est quand même important quand même de savoir ça et peut-être d'être attentif au stress de nos collègues. Et il y a des choses qu'on peut gérer, mieux organiser les tâches, limiter la surcharge de travail quand c'est possible. On parlait tout à l'heure avec Paul avant qu'on commence sur la RH, comment on peut essayer d'être plus nombreux pour essayer de se partager tout ça. Savoir pouvoir demander de l'aide. Moi, je suis arrivé dans ce service où on m'a dit « T'hésites pas, s'il y a un problème, t'appelles à l'aide. » Tout de suite, ça va mieux. En fait, c'est une culture. Donc ça, il faut changer la culture dans les services où c'est mal vu. Être nul, d'appeler à l'aide, savoir reconnaître les symptômes du stress chez les collègues et l'aider, mais c'est important de regarder comment sont les autres. Alors c'est sûr que la bonne ambiance, l'humour, ça permet quand même de gérer ça mieux, de se marrer, on le sait très bien dans les services. Et puis les ambiances calmes, c'est pas toujours le cas dans une maternité, parfois il y a un peu de bazar. La confiance dans les gens avec qui on travaille, lutter contre les interruptions de tâches, bien sûr, ça peut, mais c'est facile à dire comme l'a dit Charles. Reconnaître ses limites, celles des autres et pouvoir, on n'est pas des héros. Et puis alors ça c'est génial, être reposé, avoir dormi, mangé, d'accord. Donc ne plus prendre de garde, c'est probablement la solution. Et puis un petit mot sur les briefings. Moi j'ai eu ça quand j'étais interne à Port-Royal, où avant de commencer une gemellaire, avec ma chef, elle m'expliquait, alors vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, briefer, ça permet de savoir ce que tu vas faire et donc d'être moins stressé quand ça marche pas. Et si ça marche pas, je ferai ça. Et si ça marche, je ferai ça. Et ça, c'est ce qui est fait dans toutes les phases de vol. Et avant un décollage, on dit, voilà ce qui se passe quand ça va bien, voilà ce qui se passe si ça passe moins bien, et voilà ce qui se passe s'il y a une grosse cata. Et juste de le dire, c'est déjà du temps de gagner, du stress d'économiser. L'imagerie mentale, si vous tapez Patrouille de France, imagerie mentale, vous allez halluciner. Il y a des vidéos sur YouTube où vous voyez les pilotes qui, avec leurs doigts, sont tous en train de répéter les mouvements qu'ils font, simplement sur une chaise, mais ils les font tous en même temps et c'est juste passionnant. Donc ils révisent et je vois pas pourquoi nous, on ne peut pas juste se poser la question de ce qu'on va faire si on a un accouchement potentiellement compliqué comme pour un accrétat, de se mettre déjà dans l'ambiance et de préparer un petit peu les choses. Et enfin, 2 dernières slides sur l'intelligence collective. Et ça, il y a beaucoup ça chez Air France, mais dans toutes les sociétés, finalement, les organisations humaines, c'est est-ce qu'on peut, notre groupe d'individus, faire mieux que chacun dans son coin. Et donc, comment on transforme une équipe d'experts en une équipe experte, c'est-à-dire, ils appellent ça le 1+1 supérieur à 2. Vous voyez que pour ceux qui aiment la Formule 1, voilà, alors, il y a 18 personnes autour de cette Formule 1, je ne sais plus combien de temps dure un pit stop, mais je crois de l'ordre de quelques secondes.
voilà, moins de 10 probablement, et la voiture elle est changée complètement parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire, la communication est bonne, et donc ça, bien sûr, ça dépend de l'union, de l'effort de chacun, de la prise de décision, des actions, mais aussi il faut qu'il y ait des gens hétérogènes, aussi bien sur le plan socio-démographique, les compétences, les aptitudes, les opinions, les traits de personnalité, c'est hyper important. Je me rappelle Patrick Rosenberg, quand il faisait les staffs, il disait c'est hyper important d'avoir un poil à gratter, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Et ça, l'avocat du diable, on appelle ça aussi dans les facteurs humains, quelqu'un qui te met, pas pour t'embêter, mais juste il te pose la question, et si on faisait autrement ? Ah ouais, c'est peut-être pas bête. Et ça, quand il y a ça, c'est beaucoup plus sécuritaire sur le plan des décisions. Et on sait que les groupes intelligents, c'est ceux où il y a le plus de tours de parole, c'est-à-dire où tout le monde va pouvoir donner son avis. Et ça suppose que tout le monde puisse le donner. Donc si vous ne sentez pas légitime de le donner, vous ne le donnez pas. Et c'est dommage. Et puis la présence de femmes, c'est pas pour être démago, mais dans les situations à risque, par exemple en alpinisme, quand il y a des femmes dans des groupes, il y a moins d'accidents que quand il y a des hommes. Donc, là, souvent, on va essayer de ne pas avoir d'accidents. Mais donc, le collectif intelligent doit être plus que la somme des expertises individuelles. Et on voit ces hommes qui arrivent à planter tous de façon coordonnée ce pieu. Et donc, une des clés du succès, c'est connaître les compétences des autres, faire des couples de connaissances de l'autre. Vous connaissez le trial poursuite. Si vous êtes tous les deux très forts en sport, ça ne sert à rien, on ne va pas y arriver. Autant se mettre avec quelqu'un qui est bon en histoire géo et vous en sport, et on va peut-être y arriver. Alors la cafette, c'est hyper important, les échanges libres, c'est dans les équipes, la bonne ambiance. Ils ne nous ont pas attendus dans les grandes boîtes, ils font du team building. Quand il y a une bonne ambiance, ça communique mieux, on se connaît, on connaît les compétences de chacun et ça marche mieux. Le diviser pour mieux régner, on a connu ça existe toujours malheureusement, mais l'idée c'est qu'on soit plus horizontal que vertical comme ça. Et vous voyez un point très important, j'en ai parlé au début, le gradient d'autorité. Le gradient d'autorité, c'est ici, si j'y arrive. Vous voyez, le pilote est à gauche, le commandant, et l'officier pilote de ligne, le copilote, est à droite. C'est toujours comme ça dans les cockpits. Et vous voyez que le gradient, là, il est complètement horizontal. Ça, c'est pas bon. C'est le laisser faire. Ça ne doit pas être comme ça. Là, quand chacun, il est vertical, chacun fait n'importe quoi de son côté, et on communique pas, ça ne marche pas. Là, il est un peu autocratique. C'est vraiment, je décide quasiment de tout. C'est pas optimal. Et on a vu ça dans des compagnies il y a longtemps, avec où il y a un vrai respect de la hiérarchie. Et ça peut être dangereux aussi, parce qu'on n'ose pas le mettre, le questionner, et puis ça peut aboutir à des accidents. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un gradient d'autorité, mais qu'il soit plutôt synergique. C'est les diapos qui viennent d'Air France. Et donc l'importance du team building pour la cohésion et la confiance, et du team training, c'est-à-dire il n'y a pas que ça, il faut aussi s'entraîner aux situations, parce qu'il faut aussi le savoir-faire en plus du savoir-être. Et nous, c'est assez vrai avec le chef de garde, ou s'il prend une mauvaise décision et que le reste de l'équipe n'intervient pas pour dire je pense que c'est pas forcément la bonne décision, ou voilà, et que par exemple dans le rythme qu'on vous a montré, que je vous ai montré tout à l'heure là sur l'hémorragie fœto-maternelle, c'est typiquement cette relation là du chef de garde par rapport à l'interne, notamment au départ, et donc il faut savoir être synergique et pas comme tu dis autocratique. Ouais. Donc la conclusion qu'on voulait vous faire avec Charles sur ces concepts et ces illustrations cliniques, c'était simplement essayer d'approcher ces facteurs humains, que vous en ayez une définition des concepts. Vous repenserez peut-être à nous demain au staff sur certains de ces concepts, connaître cette notion cruciale, accepter cette idée. Quand on a fait un papier que je vous montrerai juste après, c'est la dernière slide après, on a été reviewé et les reviewers disaient oui, mais ça c'est l'aéronautique, ça n'a rien à voir avec la médecine. Si, les facteurs humains, c'est dans toutes les organisations humaines qui travaillent à risque ou pas à risque. Prendre conscience de certains facteurs, l'effet tunnel, le stress, etc. Favoriser la libération de parole dans vos équipes. Donc parfois c'est les moins gradés qui doivent parler, qui vont vous sauver la vie. La non-punition de l'erreur, on l'a vu, c'est quelque chose d'important, et la faire culture, la culture juste. Attention à nos processus de communication, on peut faire mieux, le SAED, utilisez, ou en tout cas pensez-y, favoriser le retour d'expérience comme les REX, et on l'utilise dans les RMM, souvent ça nous gonfle d'y aller, et pourtant c'est fondamental, au contraire c'est des opportunités d'éviter de prochaines erreurs, et puis l'importance des briefings et des débriefings, quand quelque chose s'est pas super bien passé, juste de le rediscuter, même s'il n'y a pas d'accident, c'est pas grave, et puis l'importance de la simulation pour aborder ces notions clés que sont les facteurs humains. Et pour terminer, quelques conseils de lecture. J'en discutais avec tout le monde juste avant. Le cas d'Hélène Bromilet
Alors c'est pas gai, en effet, voilà. Ça dure 13 minutes, je vous encourage à regarder cette vidéo. C'est un couple, la femme se fait opérer d'une chirurgie ORL bénigne et cette femme va décéder et son mari est pilote de ligne et de façon très froide et presque étonnante, il va analyser pour essayer d'aider les professionnels. Il n'en veut pas du tout aux professionnels. En revanche, il a dit « je ne veux pas de procès, en revanche, je veux une enquête pour qu'on fasse mieux ». Et c'est juste hallucinant. Si vous pouvez regarder ça, vraiment, vous comprendrez vraiment là où on doit tendre. Et puis, les décisions absurdes, Christian Morel, voilà, ça se lit très vite. Et il y a un petit peu de tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Et puis, on avait écrit ce papier justement avec Mathieu Tastard, Pierre Rénal. Mathieu Tastard est pilote de ligne chez Air France, Anne Rousseau qui est sage-femme. Voilà, on avait essayé d'introduire un peu comme on l'a fait ce soir au facteur humain. Voilà, on vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On a quelques questions là en ligne. Première question, comment implémenter ça dans un environnement qui n'est pas l'environnement hyper sécuritaire qui est mis en place dans l'aéronautique? Les moyens, l'allocation de moyens humains déjà, et même pas organisationnels mais humains dans l'aéronautique, on voit que cette interchangeabilité qu'on a, un professionnel du vol qui ne peut pas être opérationnel à la minute une avant le vol et remplacer illico. Bien évidemment, le système de soins actuel ne permet pas. L'exemple canadien auquel tu faisais référence aussi, c'est aussi, il y a cette valence de moyens qui est allouée. Comment vous voyez cela se mettre en place en France, dans vos organisations? Est-ce que vous avez mis en place... alors, il y a pas mal de trucs, mais comment vous voyez ça un peu sur le système français se mettre en place? Déjà, pour le système canadien, c'est quelque chose de très simple. Ils le font à 7h55 avant de lancer les blocs à 8h. Et ça ne demande pas d'autres moyens supplémentaires que juste un temps d'équipe. Mais il faut que le chirurgien ne soit pas en train de faire le tour, que l'anesthésie ne soit pas déjà en train de préparer la patiente, etc. Donc, mais c'est juste un temps d'équipe qui est dédié. Et ça, c'est quelque chose de simple. Oui. Après, c'est sûr que se remplacer pour une garde, ça, en revanche, c'est quand même plus compliqué. Enlever les bips. Enlever les bips, c'est compliqué. On voit qu'il y a certaines choses qui peuvent être quand même difficiles à mettre en place, mais avoir conscience de tout ça, c'est déjà un premier point qui est quand même très très important. Et après, des petits temps, des réunions de programme, des réunions de briefing ou de débriefing après des situations importantes, ça c'est des choses qui ne demandent pas d'autres moyens humains. En fait, c'est une vraie culture, en fait. Donc, si toi, tu le dis au staff, les gens, ils entendent, ils disent, c'est ça, l'effet tunnel. Ah, c'est ça, c'est vrai que j'ai mal communiqué, c'est vrai. Donc, déjà, c'est une culture. Et quand tout le monde est au courant de ça, je pense que tout le monde progresse un peu. Après, il y a des choses qui seront impossibles, mais il y a des choses qui sont faisables. Là, on a... comme dans beaucoup d'hôpitaux, parfois des oublis de compresse, etc. Sur les accouchements vaginaux, comment on peut faire? Alors on met en place des process supplémentaires, des plaques d'Horizon supplémentaires. Donc voilà, pour ne pas les nommer, dans les ballonnets de tamponnement intra-utérin, on a volé l'idée aux Allemands. Quand ils mettent des champs sous un ballonnet de tamponnement intra-utérin, ils mettent un bracelet. Et si la patiente a le bracelet, elle ne peut pas sortir de la maternité tant qu'on ne l'a pas coupé. Ça veut dire qu'il y a un champ quelque part. Voilà. Malgré tout, il y aura toujours, mais de lutter, c'est des petites choses. Les RMM, c'est hyper important d'expliquer aux internes, aux plus jeunes, pourquoi c'est important. Alors parfois, c'est pas toujours fait de façon très géniale, enthousiasmante, etc. Et pourtant, c'est fondamental. Donc c'est quand même une culture, je pense. Voilà. La simulation aussi. La simulation, on le sait tous, il ne faut pas se limiter qu'à la simulation pour le personnel médical. La simulation in situ est hyper précieuse. Forcez-vous à le faire dans votre bloc. Des cas complexes de feu au bloc opératoire, l'arrêt cardiaque en salle d'accouchement, mais de le faire in situ avec les autres professionnels justement qui sont au quotidien, c'est hyper précieux et ça fait grandir tout le monde en fait. Il y a toujours des bonnes choses qui en ressortent. Je rejoins Paul, la simulation, moi, elle me sert pas du tout à regarder comment on fait une révision utérine où on met un ballonnet de tamponnement. Moi, pour par exemple les internes, c'est juste de regarder comment ils communiquent. Et donc, après, on l'utilise comme on a envie, hein. C'est un outil, mais en tout cas, c'est fait aussi pour le savoir-être. On peut les enregistrer, on peut dire, t'as entendu les antibiotiques? Ah non, j'ai pas entendu. Bon, t'as été victime d'un effet tunnel, tu veux que je te raconte comment ça se marche? Et voilà, donc c'est qu'un prétexte à évaluer aussi le savoir-être, qui n'est pas réellement étudié. Tu as raison qu'il y a aussi, je trouve vraiment un devoir d'exemplarité aussi de ceux qui sont en responsabilité, qui font les staffs du matin, ceux qui sont en responsabilité de secteur, de service, dans la manière d'être, la manière de communiquer, dans ce qu'on prodigue. Quand nous aussi on est exposé à des situations de stress, donc de s'y être formé à ça. Et je pense aussi que c'est important parce que tu l'as évoqué pour les équipes, dans les recrutements.
qu'on fait les recrutements, de privilégier certaines valeurs telles que l'entraide plus que la surperformance de tel praticien. L'entraide, c'est très précieux. Être ouvert au recrutement extérieur. Souvent, on avait un réflexe en France quand même d'être centré et de recruter en interne. Parmi les internes qu'on connaissait, etc. En fait, nous, à Toulouse, le hasard a fait qu'il y a eu un gros renouvellement d'équipe et qu'on a ouvert nos recrutements à l'extérieur il y a maintenant 5 ans. Et ça a été hyper précieux en fait. Ça a apporté beaucoup de fraîcheur et de nouveautés dans l'équipe. Des remises en question de dogmes qui étaient ancrés, mais juste parce que personne d'autre n'avait regardé ce qui pouvait se faire. Exactement. Ouais. Et c'était génial. Donc ça c'est grâce aux Lillois qui sont venus encourager. C'est vrai que l'individualité ne doit pas être privilégiée par rapport à l'équipe. Et ça, je suis d'accord, il vaut mieux recruter quelqu'un qui est peut-être un tout petit peu moins performant, mais qui s'intègre dans une équipe et qui apporte à une équipe, que quelqu'un qui est très très bon et qui finalement ne va penser qu'à lui. Et là, on arrive dans l'erreur. Tout à fait. La valeur du collectif, elle doit toujours primer sur... Et on n'est pas du tout formé là-dessus. Oui. Il n'y a rien dans notre cursus qui nous dit pourquoi l'équipe elle est importante. C'est pas fab. Non. Justement, sur la partie formation, on y vient. Comment mettre en place ça ? Alors, tu parlais de simulation, Paul. Vous parlez de simulation, Paul. La culture. Est-ce que tu penses que maintenant c'est intégré dans la formation, dans le cursus médical ? Alors, moi cursus médical, non, pas encore. Mais ça l'est quand même de plus en plus. Et par exemple, nous, dans les formations rythme qu'on fait, aujourd'hui, on a typiquement un chapitre communication. Les formations qu'on fait aux étudiants de sage-femme aussi. Il y a la simulation, tu en as très bien parlé. Et nous, ça aide. On a fait, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Et il faudrait qu'on le refasse avec tout le turnover des équipes. Mais on avait formé toutes les sages-femmes de Jeanne de Flandre, tous les internes, ça aide sur des tout petits scénarios qui ne duraient pas très longtemps. Mais il faut déjà arriver à trouver le personnel dans la journée pour pouvoir le faire et avoir le temps, quoi. Et puis avec le turnover qu'on a dans toutes nos équipes, voilà, tous les gens qu'on a formés, la plupart sont déjà partis, mais c'est pas grave parce que ça va boule de neige, ouais. Mais oui, ça doit faire partie de notre formation et la communication. De toute façon, on le voit bien dans toutes les facultés. Nous, on n'a jamais appris vraiment la communication avec le patient en cours. Aujourd'hui, moi, je vois le programme à Lille. Il y a énormément fait pour les étudiants dès la 2e année de médecine sur la communication déjà avec le patient et puis la communication en équipe aussi. Et puis ça rentre un peu au fur et à mesure. Oui, sur le plan local, pour nous dans notre fac et dans notre région d'Île-de-France, par exemple, on a mis une UE optionnelle, donc facteur humain, donc depuis cette année. Les étudiants de sage-femme, les externes, alors les étudiants de sage-femme systématiques, on aborde ces facteurs humains, ils ont un topo très similaire à celui-là. Les étudiants hospitaliers ont une UE optionnelle, donc on ne les a pas tous parce qu'ils sont très nombreux et on sert de la simulation pour aborder ça. Mais voilà, l'idée, c'est pourquoi dès le début, quelle que soit la spécialité. Alors nous, on parle de l'obstétrique parce que l'obstétrique, c'est le truc. Mais le bloc, quand tu te retrouves au bloc, c'est la même chose. Il y a du stress pareil, etc. Mais donc, pour un orthopédiste, c'est la même chose. C'est pas notre spécialité, c'est toutes les organisations humaines et à risque. Surtout que ça a été montré dans d'autres spécialités où ils sont plus en avance là-dessus. L'anesthésie, on est totalement en retard. Et ils ont surtout montré que ça pouvait se faire dans toutes les équipes et toutes les structures. Parce que là, on est très CHU centré, fac, et nous, on a du monde. On peut faire des staffs du matin avec du personnel qui a été formé. Mais en fait, y compris dans les structures privées, libérales, y compris dans les petites structures publiques où il n'y a pas ce staff du matin, mais par contre, d'organiser, c'est très connu dans la gestion des risques, organiser les RMM, les revues de cas compliquées, de se voir en équipe, même si c'est une petite équipe, régulièrement pour faire le point et discuter justement de ces erreurs, mais comment les améliorer. Ça, c'est hyper précieux et c'est indispensable en fait, partout. Il faut juste se rappeler que le repos de sécurité, ça date d'il y a vraiment pas longtemps. D'être contre ça, moi je me rappelle très bien avoir eu des discussions avec des chefs de service qui disaient que ça servait à rien le repos de sécurité. Alors que les pilotes, personne ne voudrait un pilote qui n'a pas dormi. Et donc ça a été assez compliqué. Et puis maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée de personne de rester, en tout cas de la jeune génération, de rester en lendemain de garde et de continuer une activité clinique. Et puis, c'est bon, c'est oublié. Mais ça a mis du temps. Donc typiquement, un truc qui est aussi simple de dire quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas apte à travailler, le temps que ça touche toutes les spécialités, et je pense qu'il y en a encore où il n'y a pas. Voilà, je le pense. Donc voilà, ça met beaucoup de temps, le temps que les humains changent. Oui. Il se passe des décennies, on le sait. Quand il y a des RPC, par exemple, le temps qu'il y ait des modifications des pratiques,
Je ne sais pas combien ça prend, ça serait intéressant de voir, mais ça prend des années. Ça Donc, dépend, ça dépend du sujet, puis ça dépend si tu as rendu ton texte la attends, veille ou pas. Tu et vois. voilà, et comme il y a le Et la stress, qualité, le texte n'est pas rendu. C'est juste un petit peu. Oui, bah, Il y a une question là-dessus. sur oui, voilà, on Sur peut les parler RPC et les textes à rendre. sur le tien. Sur ton retard. Sur le tien. Non, c'est une question par rapport justement à ces avancées du repos de garde. Il y a aussi le temps de garde et la garde de 12 heures. Quid de la garde de 12 heures. Alors tout le monde dit oui, bien sûr, on est Nous, tous l'a mis pour. on l'a mis en place dans le service, la garde de 12 heures le week-end, et tous les praticiens sont ravis de cette garde de 12 heures. Ils trouvent qu'ils sont plus performants, plus aimables, les internes sont plus satisfaits parce que le chef est disponible et sait qu'au bout de 12 heures, quand c'est en journée, après il va pouvoir prendre l'apéro, et sinon il a fait sa journée peinard et puis il vient faire sa nuit et il est disposé parce que le lendemain finalement il a un repos de garde. En fait, ça change tout de savoir que le lendemain, tu ne vas pas travailler. C'est pas la même chose que si tu as encore du travail le lendemain. Et si tu as passé une bonne journée pour aller prendre ta garde, en fait, il n'y a pas de souci. C'est hyper intéressant parce que nous, on est allé voir le Karolinska en Suède. Et en fait, là, pour le coup, c'était vraiment institutionnalisé. C'était 12 heures, mais aussi pour les internes. Tu vois, enfin, vraiment, toute personne qui prend la garde, ils étaient 35. Oui. C'est aussi en lié fait, à une pondération humaine. C'est ça, en fait. Il y avait les moyens derrière pour qu'ils puissent ne faire que des gardes de 12 heures. Et ils marchaient en 3 fois 12 heures dans une semaine. Tu vois, ils ne travaillaient pas le reste des autres jours. Tu vois, même ils avaient vraiment des semaines de garde de nuit. C'est sûr que voilà, c'est des changements qui sont. Mais après, il faut les moyens humains avec. En passe, oui. Ouais. Et puis c'est illégal de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures en Suède. C'est vraiment. Oui, c'est beaucoup plus marqué que nous. C'est très marqué. C'est illégal. Tu perds ton procès si tu travaillais en lendemain de garde. Enfin, ça fait partie des premières choses que l'assurance, en tout cas, demande. Pas plus de 12 heures, ça c'est permis. On fait notre garde après une journée de travail normale. Oui, ça, je suis d'accord. Donc la garde de 12 heures, ce sont des choses qui sont potentiellement activables le week-end, en fonction des organisations. Activable. La semaine, après, c'est... pour ceux qui sont c'est-à-dire qu'il faut être en nombre. nombre, et puis il faut avoir la direction qui suit aussi le projet, parce qu'en 12 heures, ça veut dire que la personne n'a pas travaillé la journée, et donc tu as suffisamment de ressources pour combler toutes les activités de service, plus les consus, plus... C'est vrai que si je sais que moi, mon pilote d'avion, il n'a pas dormi depuis 24 heures, est-ce que j'accepte qu'il prenne le vol ? En même temps, s'il le savait que pour ta césarienne à risque, tu prends la garde après ta journée de travail classique, là où tes capacités attentionnelles sont en train de diminuer. D'ailleurs, quand ces pilotes voient comment ça se passe à l'hôpital, ils s'interrogent et ils disent « Ouh là là, vous êtes très en retard ». Et déjà, le fait de parler de ça, déjà, c'est bien. Donc voilà, je pense que c'est progressif. Voilà, chaque année, on gagne un peu. Et voilà, des soirées comme celle-là permettent aussi de diffuser à un plus grand nombre les congrès, les études, nos interventions auprès des étudiants. Et voilà. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, c'est louable. Et il faut continuer. Une remarque très intéressante sur le gradient hiérarchique dont tu parlais, qui est vraiment très, 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 très important. Et quelles que soient les organisations, médicales ou non médicales, on voit effectivement la parole du manager ou du référent, elle fait foi. Et c'est pas une histoire de défier l'autorité pour défier l'autorité, mais qui peut être pris, notamment dans le système français, comme étant une défiance d'une autorité. Et quelque chose d'assez important. Aussi la défiance de l'expert, ne pas remettre en question une source dont on sait être l'expert, qui pourtant peut avoir un biais, peut se tromper pour tous les facteurs dont tu as pu porter. Et ça, c'est très, très, très intéressant. C'est l'aéronautique qui sont largement en avance. Et quand il y avait vraiment des gradients verticaux, dans les compagnies asiatiques notamment, il y avait un grand respect du commandant. Le commandant avait toujours raison. Il y avait des crashs et donc on leur a dit il faut que vous travaillez votre gradient d'autorité. Il faut que vous le travaillez. Et ils l'ont travaillé parce que les cultures sont forcément différentes et ils ont travaillé. Et puis ça a permis d'améliorer grandement les choses. Donc oui, c'est des exemples qui sont importants à garder en tête. Et je pense qu'on a changé aussi notre façon de manager. On n'est pas exactement comme les chefs qu'on a eus. Je pense qu'on a aussi un peu diminué ce gradient qui était parfois, la verticalité, pour ne pas dire vertical, en tout cas autocratique. Voilà, pour certains, bien sûr. Et après, on a eu des chefs qui étaient très synergiques. Mais voilà, en tout cas, ça passe par nous. Et puis ça passera par la jeune génération qui elle-même passera. Il y a beaucoup de remarques là-dessus en ligne par rapport à ça, sur
l'existence de contenu pédagogique, le développement de cette pédagogie au sein de la spécialité gynécologie obstétrique. Il y a énormément de personnes là qui font ces remarques-là en disant voilà, quid de cette formation, qu'elle soit mise en formation initiale en gynécologie obstétrique, comme elle peut l'être en anesthésie. Parce qu'on a ces C'était pour ça qu'on avait vraiment une importance à faire ce webinaire, entre autres, tu vois, au nom du collège. Parce que c'est important que ça soit diffusé. Il y a des groupes, il y a des organisations, facteurs humains en santé, etc., qui font ce type de formation. Il y a des DU sur la gestion des risques, les facteurs humains, etc. Il y a des DU sur les facteurs humains. Il faut foncer. Il faut voilà. Et après, est-ce que ça doit faire partie après des cours de DES comme on a travaillé sur l'annonce, on a travaillé sur plein d'autres choses. Avant, c'était très théorique. Eh bien, oui, c'est des très bonnes remarques et on peut que progresser. De toute façon, là, c'était une approche aujourd'hui. C'était pas exactement. Et des histoires. Et des histoires, ouais. Qu'il y ait des référents formés plus spécifiquement dans chaque structure. Bon, mais on vous remercie. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Beaucoup, en tous les cas, d'avoir accepté ce défi malgré de nombreux commentaires. Et en tous les cas, nous, on était ravis de vous avoir pour parler de ce sujet-là. Tous les webinaires sont disponibles en replay sur le site du CNGOF. L'idée de ces webinaires, c'est qu'on coordonne avec Paul, c'est d'aborder des thématiques qui sont assez mixtes, transversales, des sujets qui ne sont pas forcément abordés de manière quotidienne. Et les prochains webinaires auront lieu le 13 novembre et ça sera avec Julie Blanc et avec Marine Lallemand sur la prise en charge des LOSA en salle de naissance et la grossesse d'après. Et le 2 décembre, on discutera avec deux gynéco-oratrices qui sont très impliquées dans les réseaux sociaux, que sont Juju la Gigi et la gynécologue, qui viendront discuter de ces réseaux sociaux, qui ont un vrai rôle probablement en gynéco-obstétrique, qui est un peu sous-estimé de nous tous. Et donc voilà, c'était les prochains de cette année. En tous les cas, merci d'être nombreux à suivre ces webinaires, et merci à tous les orateurs, merci à Gilly et au collège de nous permettre d'organiser tout ça. Merci beaucoup, merci messieurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.